Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter un très joyeux anniversaire à notre caméraman. Nous vous remercions infiniment, Jack, pour votre collaboration fructueuse et régulière dans le cadre de cette émission. Dans plusieurs épisodes précédents, nous avons évoqué l'impact de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'approvisionnement énergétique mondial et la manière dont l'Union européenne a annoncé son intention de réduire de 2/3 sa dépendance vis-à-vis du gaz russe d'ici la fin de l'année. Avec l'escalade des sanctions économiques contre la Russie, l'Europe se tourne désormais vers l'Afrique pour sécuriser ses besoins et réduire sa dépendance au gaz russe. Ce changement majeur sur le marché international de cette ressource naturelle a relancé l'intérêt pour le projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Nous nous souvenons tous de la cérémonie de signature de ce projet. Cette cérémonie, présidée par le roi Mohamed VI et le président nigérian Mohamed Buhari en 2018, portait sur l'extension vers le Maroc d'un gazoduc en fonction depuis 2010 qui relie les régions gazières du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Ce gazoduc serait ainsi le plus long gazoduc offshore au monde. L'annonce du projet avait été faite en décembre 2016 à l'occasion d'une visite du roi Mohamed VI à Abuja, qui avait rencontré Mohamedou Buhari. Traversant 14 pays, ce pipeline pourrait devenir une référence en matière de coopération sud-sud, tant au niveau économique que politique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons des détails de ce projet, de ce qu'il signifie pour l'Afrique, l'Europe et le monde entier. Nous verrons comment ce gazoduc pourrait affecter les relations du Nord avec le Sud et quel rôle les États-Unis joueraient dans ce projet. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tom Sanderson, expert et consultant auprès du gouvernement américain et de grandes entreprises internationales dans le domaine de la géopolitique, du terrorisme et des opportunités sur les marchés émergents. Il a dirigé le programme des menaces transnationales au Center for Strategic and International Studies, basé à Washington, D.C., qui est un cercle de réflexion, d'influence et de conseil américain en matière de politique étrangère des États-Unis. Tom Sanderson a publié plusieurs articles dans le New York Times et le Washington Post. Bienvenue parmi nous, Monsieur Sanderson. Mais avant d'entamer le débat avec vous, je vais tout d'abord donner la parole à notre chroniqueur George Landwitt. George, il est traditionnellement admis que l'Afrique est l'un des endroits où il est difficile de mener vers la réussite un grand projet d'investissement, en particulier dans le secteur du gaz. Ce type de projet, tel que les gazoducs, est difficile à mettre en œuvre en raison des coûts élevés et des difficultés d'obtention de financement, mais aussi de la corruption et du pillage des ressources en Afrique. Alors en quoi ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc est-il différent et qu'est-ce qui vous rend optimiste quant aux chances de voir sa réalisation se concrétiser ? Écoutez, je dirais tout d'abord que ce projet de gazoduc est tout à fait différent car le Maroc connaît partie prenante. Le Royaume du Maroc est parmi les pays les plus stables dans le monde aujourd'hui. Nous tissons aux États-Unis des relations solides et séculaires avec le Maroc depuis 200 ans. D'ailleurs, il est difficile de trouver ce genre de relations avec un autre pays. Même avec le Royaume-Uni comme pays ami et allié majeur, les relations n'ont pas été bonnes tout le temps. Dans le domaine du commerce et de l'investissement, la stabilité est un facteur indispensable qui garantit la réussite de l'entreprise. De ce fait, des engagements à long terme peuvent être conclus et des millions de dollars peuvent être investis également. Je pense que l'autre bonne nouvelle est que les pays qui ont besoin de gaz naturel l'obtiendront, alors que si vous achetez du gaz naturel russe, vous constaterez que les pays qui en ont besoin l'obtiendront uniquement si Poutine le veut, comme si vous embauchiez un ouvrier pour s'occuper de votre jardin et que ce dernier refuse de travailler à moins que vous mettiez une affiche publicitaire pour lui sur votre voiture. C'est ce qui se passe exactement avec Poutine qui a coupé l'approvisionnement en gaz naturel à de nombreux pays en plein hiver parce qu'il voulait exercer son influence par rapport à certaines questions géopolitiques. Je pense également que le Maroc a envoyé un message disant qu'il a les qualités requises pour traiter un homme d'affaires responsable qui n'essaieront pas d'utiliser le gaz naturel comme une carte de chantage car il s'agit d'un accord purement économique et non politique. C'est un élément très important.
George, merci pour ces précieuses informations. Je me tourne à présent vers mon invité Tom Sanderson. Tom, vous avez récemment visité le Maroc et vous avez rencontré de nombreux responsables, dont Amina Ben Khadra, qui est la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Alors, qu'avez-vous appris de ces rencontres avec les responsables marocains quant à leur stratégie énergétique nationale? Merci beaucoup, Adam, de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir dans le cadre de votre émission. Je suis d'accord avec ce que Georges a dit sur les pratiques de pression de la Russie, alors que le Maroc amène de la crédibilité et de la vitalité à ce projet de gazoduc. J'ai passé un excellent séjour au Maroc pendant 2 semaines où j'ai pu évoquer un bon nombre de sujets tels que la lutte contre le terrorisme, l'énergie et la situation en Europe pendant la guerre en Ukraine. Lors de ma rencontre avec Madame Amina Ben Khadra, j'ai remarqué sa connaissance exceptionnelle des faits et des détails et des besoins énergétiques du Maroc et des plans les concernant. J'étais si heureux de pouvoir disposer de plus d'informations sur les efforts du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables et l'effort déployé pour construire une extension vers le Maroc d'un gazoduc qui relie les zones gazières du sud du Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Une construction qui répond aux besoins croissants des pays traversés de l'Europe à la lumière des tentatives de la Russie d'utiliser l'exportation de gaz comme une carte de chantage. Oui, c'est très intéressant et comme Georges le disait également, il s'agit d'une arme influente dont la Russie dispose. Désormais, outre cette fonction d'approvisionnement, le gazoduc Nigeria-Maroc aura d'autres effets sur l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Alors, quels sont les effets les plus importants de ce projet sur le plan économique et social? Je voudrais aussi savoir comment pourra-t-il contribuer à la stabilité et permettre d'éradiquer le terrorisme dans la région. Excellent, great. Well, on the socio-economic side, Écoutez, sur le plan socio-économique, je me suis penché sur la situation des 11 pays par lesquels passera le gazoduc et malheureusement, beaucoup d'entre eux souffrent d'un niveau élevé de corruption. To take place, but they could. And again, as George said, having Morocco play a prominent role in this and potentially having U.S. support here. Mais comme l'a dit Georges, le Maroc jouera un rôle majeur et déterminant dans ce projet de gazoduc et avec un soutien éventuel des États-Unis, cela pourrait apporter de la discipline quant à la nécessité de garantir que les revenus des gazoducs dans ces pays parviennent effectivement aux populations. Ainsi, il est possible que le projet ait des avantages économiques et sociaux, mais cela nécessite beaucoup de travail à effectuer, y compris la garantie d'une transparence optimale quant à ce projet. En termes d'avantages géopolitiques et stratégiques du projet, ce dernier relie ces pays, élargit l'approvisionnement en gaz de l'Europe et augmente l'accès à l'électricité pour les populations. Ce sont tous de bons aspects, mais il est nécessaire de s'assurer que ces avantages atteignent réellement les populations et qu'il y a de la transparence afin que ce projet fonctionne réellement comme prévu. Un projet comme celui-ci demande beaucoup de travail pour qu'il puisse porter ses fruits. Tom, j'aimerais vous poser la même question qu'à Georges au début de l'émission. En tant qu'expert en gestion des risques et consultant auprès de multinationales, vous savez mieux que quiconque comment il est difficile d'entreprendre des projets d'envergure en Afrique. Le Maroc est pourtant une exception. Alors, dans quelle mesure ce projet peut-il s'avérer attractif pour les entreprises étrangères? Je pense qu'il y aura lieu de s'arrêter sur les investissements étrangers. La participation du Maroc, des pays européens, des États-Unis et peut-être du Japon peut apporter de meilleurs niveaux de sécurité et une confiance dans la faisabilité de la mise en œuvre de ce projet.
George, que pensez-vous de ce que Tom a dit, en particulier concernant le Nigeria? Comment pensez-vous que la communauté internationale puisse garantir que les bénéfices issus de ce projet de gazoduc iront effectivement aux populations? Je pense qu'elle a soulevé des points importants qui correspondent à la région et je ne serai certainement pas en désaccord avec ce qu'il a dit. Mais je voudrais souligner que lorsque vous envisagez une opportunité d'investissement, il est important que vous trouviez une partie qui puisse prendre le contrôle des affaires. C'est vrai que l'encre de fixation du navire ne le met pas exactement dans le lieu voulu, mais elle le fixe au plus près. Je pense que le Maroc jouera le rôle de cette encre, ce qui donne aux investissements étrangers le sentiment que malgré les risques, le rôle du Maroc rend le projet de gazoduc possible. Cela est une bonne nouvelle. Tom, nous avons parlé de certains aspects relatifs à l'économie au Nigeria, mais ce qui a attiré mon attention à propos de ce projet, c'est qu'il se situe sur les côtes océaniques de l'Afrique, ce qui signifie qu'il sera loin de toutes les zones à risque du Sahel et représente donc une garantie de sécurité, apportant donc quelque part une réponse à cette question des facteurs de risque que vous avez mentionnés. J'attends que vous commentiez cette idée après une courte pause. Nous parlerons également, après la pause, des autres projets dans la région et de ce qui distingue celui-ci des autres. À tout de suite. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur le projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Tom, comme nous l'avons dit avant la pause, ce serait le plus long gazoduc offshore du monde avec plus de 5000 km. Il y a certainement de bonnes raisons de le faire passer le long des côtes océaniques. Certes, cela réduit son exposition à la vision et en tant que cible d'attaque. Lorsqu'il s'étend sur des milliers de kilomètres, il présente une énorme opportunité d'être attaqué dans un certain nombre de pays, comme nous avons vu auparavant quelques attaques contre des gazoducs. Même la pose d'un gazoduc le long de la côte ouest présente des faiblesses. Mais dans ce cas, au lieu d'étendre la ligne à travers la région du Sahel, l'étendre le long de la côte réduit les chances des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda de lancer des attaques contre les gazoducs, ce qui n'est pas impossible, mais qui dispose de moins de chances de réalisation. Oui, l'Algérie fait la promotion d'un projet concurrent, le gazoduc Sahara-Europe, visant à acheminer par voie terrestre le gaz non liquéfié du Nigeria vers l'Europe en passant par son territoire. Ce pipeline traverserait ainsi une vaste zone de territoire incontrôlé dans une région du Sahel en proie à des conflits et à des rébellions. Alors, en tant qu'expert des questions de terrorisme, dans quelle mesure le projet algérien est-il réaliste si l'on tient compte de son itinéraire? Certainly, and I would be much more in favor of a pipeline project that avoids the Sahel region, whether it's going through Mali or going through Niger. Certainement, je préférais de loin un gazoduc qui évite de passer par la région du Sahel, le Mali ou le Niger, deux pays que j'ai visités récemment et parcourus depuis les deux capitales jusqu'à la frontière avec le Niger. Ces pays luttent vigoureusement contre toutes ces menaces et insurrections terroristes, une tâche quasiment impossible et qui est rendue plus ardue compte tenu du retrait des forces françaises présentes au Mali, chargées de lutter contre le terrorisme dans la région. Par conséquent, je serais préoccupé par tout projet d'extension d'un gazoduc à travers cette région dans laquelle il existe de nombreux groupes qui non seulement visent à nuire à l'Occident, mais cherchent à détruire tous les partenaires locaux. Ce sont des groupes qui rivalisent entre eux en matière de propagande pour remporter des victoires. De ce fait, il existe de nombreuses raisons qui motivent les attaques contre tout gazoduc qui traverse cette région. Permettez-moi maintenant de parler des aspects géopolitiques de l'énergie.
Vous êtes d'accord avec George sur le fait que le pétrole et le gaz sont des armes stratégiques que la Russie utilise à des fins politiques et même militaires. Et nous savons tous que Moscou veut reprendre pied en Afrique. Lors de sa récente visite en Algérie, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est venu faire le point sur la coopération énergétique. Et dans le même temps, selon des responsables nigérians, plusieurs entrepreneurs russes ont exprimé leur intérêt pour le gazoduc Nigeria-Maroc. Alors, que pensez-vous de la position de Moscou sur ce dossier, compte tenu de la volonté de l'Europe de réduire sa dépendance vis-à-vis des sources énergétiques russes? Et quel serait l'impact d'une participation de la Russie dans un projet énergétique comme ce gazoduc Nigeria-Maroc? Bon, la réponse sera facile. Il n'y aura aucun effet et il n'y a aucune raison technique, financière, diplomatique, politique ou autre pour que la Russie participe à un projet énergétique tel que celui-ci, surtout qu'il transportera du gaz vers l'Europe. Allons-nous fournir à la Russie une porte dérobée pour faire pression sur les pays européens au milieu de cette guerre en Ukraine, alors que nous essayons de mettre fin à la dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russe? Il n'y a aucune raison de le faire, surtout avec le rôle néfaste que le groupe russe Wagner joue au Mali et ailleurs en Afrique. Nous ne voulons pas impliquer la Russie dans un projet en Afrique. Il y a beaucoup d'autres parties qui peuvent être impliquées avec beaucoup moins de risques que ceux que peuvent présenter les Russes. En parlant de rivaux politiques, il y a un acteur majeur en Afrique dont on a souvent parlé dans cette émission. Il s'agit de la Chine, qui a beaucoup plus de moyens financiers que la Russie et qui est plus active en Afrique. À cet égard, quelles sont les possibilités d'une implication de la Chine dans ce projet? Et est-ce une éventualité qui inquiète l'Europe et les États-Unis? Chinese involvement is only marginally less risky or marginally more beneficial than having the Russians involved in the program. Écoutez, l'implication de la Chine est un peu moins dangereuse et un peu plus bénéfique que celle de la Russie, car le géant asiatique a sans aucun doute besoin d'énergie et il doit en importer, contrairement à la Russie. Les Chinois apportent une expertise à tout type de projets commerciaux, de développement énergétique et d'infrastructures dans le monde entier pour obtenir ce qu'ils veulent. Ainsi, l'implication des Chinois pose moins de problèmes que celle des Russes. Les Chinois ont un angle différent, celui légitime de leurs besoins énergétiques. Parlons maintenant de l'Europe et des États-Unis dans cette équation. Il est clair que ces derniers ont tout intérêt à voir aboutir ce projet qui, au-delà de l'opportunité d'une diversification des approvisionnements énergétiques, représente une véritable opportunité pour le développement de la région et aussi pour le renforcement des relations Nord-Sud. Alors, voyez-vous que les États-Unis et l'Europe soutiennent ce projet de manière significative? Et n'avons-nous pas intérêt à tenir tête aux intérêts de nos rivaux qui pourraient miner les bénéfices sociaux de ce projet? You laid it out perfectly, and yes, the Europeans and the United States do have an interest in getting behind the project. Écoute Adam, tu as bien dessiné la scène. Bien entendu, l'Europe et les États-Unis ont intérêt à soutenir ce projet pour des raisons multiples dont, je cite, assurer un approvisionnement sûr et stable en gaz naturel vers l'Europe et certaines parties de l'Afrique de l'Ouest tout au long du gazoduc, créer des avantages économiques pour les populations de la région.
Quant à l'aspect géostratégique, le fait d'assurer un approvisionnement stable en gaz libère l'Europe de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Dans l'ensemble, il s'agit d'un projet bénéfique et avantageux, et il suffit de regarder les journaux télévisés pour comprendre pourquoi c'est si important. Donc le projet devrait recevoir un intérêt accru de la part des États-Unis et de l'Europe. George, your thoughts? I mean, the Biden administration. George, l'administration Biden est plutôt contre les projets énergétiques car ils vont à l'encontre de ses objectifs en matière de changement climatique. Bien évidemment, ce projet s'étend sur de nombreuses années, et plus longtemps en tout cas que la durée du mandat du président, et cela même s'il était réélu. Alors pensez-vous que cette administration Biden puisse hésiter à s'engager dans ce projet? Je pense que votre évaluation est correcte et j'espère que cela changera car à certains niveaux, le changement climatique est un fléau que nous ne pouvons pas résoudre aujourd'hui. Cela doit fonctionner à long terme. Donc j'ai le sentiment que l'envoi d'ondes de choc aux États-Unis dans l'économie mondiale va créer des problèmes beaucoup plus importants. C'est pourquoi les États-Unis ne devraient pas adopter des politiques au détriment des citoyens aux États-Unis et dans d'autres parties du monde et qui sont incapables de payer leurs factures d'électricité et de gaz naturel. Cela peut causer de la pauvreté, impacter des politiques de changement climatique. Je ne veux pas que les États-Unis soient responsables de ces chocs. En faisant cela, ils fourniront des raisons aux populations de nous détester et nous ne devrions pas avoir cela. Tom, vous dirigez une société de consulting qui éclaire les entreprises et le gouvernement sur la gestion des risques à l'échelle mondiale. Que conseilleriez-vous aux investisseurs potentiels dans ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc? Je leur dirais de regarder le projet attentivement sous le prisme d'une opportunité. Si les pays européens et les États-Unis sont impliqués, le degré de transparence requis pour un tel projet sera plus élevé, surtout s'il est financé. De ce fait, je dirais aux investisseurs également que le projet doit être considéré comme un projet réalisable. Cela prendra du temps, mais il s'agit d'un projet très important. En réponse à ce que disait George, on ne peut pas utiliser la thérapie du choc quand il s'agit des énergies renouvelables. De plus, le Maroc est un excellent modèle dans ce domaine. Les efforts consentis par le Royaume dans ce domaine de la production d'énergie renouvelable fait de lui vraiment un modèle à suivre pour l'Afrique de l'Ouest et même pour d'autres parties du monde. Nous pouvons combiner les deux approches en même temps. Comme nous devons augmenter l'approvisionnement en gaz naturel, nous devons également augmenter les énergies renouvelables et cela aura des effets bénéfiques pour l'amélioration des conditions économiques en Afrique de l'Ouest. Donc, nous devons nous unir et trouver la bonne combinaison des deux types d'énergie pour aller de l'avant avec la technologie qui est développée et celle qui est en cours de développement. Donc il ne s'agit pas là d'un choix entre l'option du gaz ou celle des énergies renouvelables. Vous pouvez choisir les deux voies. Les deux font partie de la solution. Je voudrais continuer sur cette question des investisseurs potentiels. Vous voyagez souvent dans la région et vous rencontrez beaucoup de responsables gouvernementaux au Maroc. Si vous alliez au Nigeria, que diriez-vous aux responsables et selon vous, de quoi ont-ils besoin pour faire de ce projet un succès? Bon, je leur dirais d'abord, évitez de collaborer avec les Russes. Regardez le groupe Wagner qui fait pression sur certains de vos voisins. Gardez les Russes à l'écart. De ce fait, vous encouragerez ainsi la participation des Européens et des États-Unis, ce qui est mieux pour vous à long terme. Deux choses à retenir alors, s'éloigner des Russes et impliquer les Européens et les États-Unis. Bien, nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Vous avez entendu aujourd'hui les analyses de Tom Sanderson, expert en consulting dans les domaines de la géopolitique, du terrorisme et des risques internationaux, ainsi que notre chroniqueur George Landrit. Il est tout à fait clair que le gazoduc Nigeria-Maroc va changer la donne dans le domaine de l'approvisionnement énergétique et comme tout méga projet, celui-ci comporte des risques.
Mais il est certain que les dirigeants nigérians et marocains sont pleinement engagés sur la voie de la réussite. En effet, plusieurs acteurs internationaux participent à ce projet, dont l'OPEP et la Banque islamique qui ont financé l'étude de faisabilité. Et je voudrais d'ailleurs souligner 2 points évoqués par notre invité. Ce projet aura un impact global car il permettra de résoudre de nombreux problèmes économiques en Afrique de l'Ouest et contribuera au renforcement des relations nord-sud en fournissant du gaz africain à l'Europe. Enfin, second point, le gazoduc Nigeria-Maroc solutionnera la question de la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe. Je tiens à remercier mon invité Tom Sanderson. Un grand merci également à notre chroniqueur Georges Landrit. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.